Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenos Aires Calcio. On va encore passer un petit moment dans la soirée pour parler de football tous ensemble. Bonsoir Octonujo, bonsoir On veut la vraie LDC. Ouais, c'est le nouveau pseudo de OJCRM. Merci de l'avoir précisé parce que sinon je me suis dit ah bah tiens, on veut la vraie LDC. Qui c'est? Eh ben c'est toi. Enchanté de vous avoir dans les commentaires. Octonujo qui commence très très bien sa soirée parce que l'Atalanta joue ce soir et il vient de se prendre un but de la Salernitana, donc je pense que il est peut-être un petit peu vénère, c'est possible. Désolé Octonujo. En même temps moi ça m'arrange un peu. Je dois t'avouer qu'on a gagné. Si vous pouviez nous lâcher un peu après nous avoir battus la semaine dernière, ça me ferait plaisir. Bref. On veut la vraie Ligue des Champions qui nous dit bonsoir à tous, faut absolument qu'on parle du bol au tirage de City. Manchester City est souvent bien loti en huitième de finale de Ligue des Champions. 2016 Dynamo Kiev, 2017 Monaco, 2018 Bâle, 2019 Schalke, 2021 Mönchengladbach, 2022 Sporting et 2023 Leipzig. Effectivement, comme ça, tu te dis pas que c'est les plus gros adversaires de la Ligue des Champions. Après, bon, bien sûr, City alors, est bien loti, c'est vrai, c'est un peu l'inverse du Paris Saint-Germain, parce que souvent, le Paris Saint-Germain, quand ils sont premiers de groupe, très souvent, ils prennent quand même le gros qui lui, n'a pas réussi à terminer premier du groupe. Hein. Ça arrive très souvent. Mais City est toujours quasi premier de ces groupes, et donc aussi faut dire que, alors je sais pas s'ils ont été vraiment premiers de 2016 à 2023, hein, mais c'est vrai que la plupart du temps ils sont premiers de groupe, et donc derrière ils ont un tirage au sort qui est relativement simple la plupart du temps. Donc là Leipzig c'est pas oui, c'est vrai qu'en plus ils les croisent vraiment beaucoup ces derniers temps. Leipzig, hein, ils les ont eu en poule l'année dernière encore. Ils leur avaient mis 7-1 d'ailleurs, je crois, en poule au match retour. Enfin bref, c'était un carnage. Donc voilà. Ouais, c'est écoute, c'est faudra voir. La seule grosse affiche, c'est Barça-Napoli. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que Barça-Napoli va être une très grosse affiche, et je suis certain que le Barça, c'est pas gagné pour eux. L'autre grosse affiche pour moi, c'est quand même Inter-Atlético. L'Atlético est une très belle équipe. L'Inter, pour moi, est le favori de la Ligue des Champions. Donc là, on va voir un petit peu directement ce qui va se passer. Hein. Après, on voit que l'Inter, s'ils avaient terminé premier, ils auraient pris le Paris Saint-Germain. Donc, quelque part, est-ce que ça aurait été un bon choix de terminer premier? Bon, voilà quoi. Le Leipzig versus Real est pas mal aussi. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Leipzig, effectivement, versus Real, c'est pas mal, sachant que, alors si le Real était au complet, je dirais que c'est joué. Le truc, c'est que hier, le Real a dépassé, d'ailleurs j'en parle, hein, c'est le 3e point de ce soir dans Buenos Aires Calcio. On va commencer par le tirage au sort en Europe. Ensuite, on va parler un petit peu d'Italie par le prisme de Thiago Motta, qui dépasse le maître Mourinho, hein, parce que donc il a été son joueur. Et enfin, bad luck au Real, hein, justement, je voulais revenir un petit peu là-dessus sur la 4e rupture de ligament croisé depuis le mois de septembre au Real, quasi tous en défense, ce qui fait que là, ils commencent à être vraiment dépeuplés en défense. Ils ont vraiment le strict minimum. En défense, Ancelotti pense à Tchouaméni pour la défense centrale. Donc pour vous dire un petit peu comment ils sont un peu dans la dèche, ils ont juste Rudiger, Nacho, et puis c'est tout. donc voilà. Et puis Tchouaméni qui va être un peu le remplaçant naturel de la défense centrale. Donc bon, après il y a le mercato entre temps, hein, mais voilà. Le tirage en Europe, donc si on faisait un petit tour dans le tirage au sort de la Champions pour voir un petit peu ce qui nous est réservé. En gros, il y a quand même énormément de chocs qui sont un peu qui sont pas équilibrés du tout. D'accord, je suis en train de faire deux choses en même temps, c'est pour ça d'ailleurs que je vous parle, mais de façon bizarre. Donc effectivement, il y a quand même des chocs qui sont pas équilibrés du tout.
Et il y a 2-3 chocs qui sont intéressants. Comme vous l'avez dit, le Real Leipzig peut être intéressant. Le Inter Atlético, je pense, va être difficile pour l'Inter, mais ça peut définitivement les catapulter vers le titre, hein, parce que s'ils passent ce tour-là, je pense que derrière, ils vont plus avoir peur de grand monde. Parce que l'Atlético est une bonne équipe cette année, je trouve, effectivement. Et puis, ils jouent bien au foot. Alors, ils sont encore à réaction. Il faut généralement qu'ils soient menés pour qu'ils commencent à jouer au foot. Mais alors, quand ils commencent à jouer au foot, on voit le talent qu'ils ont, en fait. Hein. Franchement, ils ont un super talent et tout. Donc, non, vraiment pas mal. Et puis, bien entendu, donc ce Barça-Napoli. Après, tous les autres chocs sont un petit peu déséquilibrés. Et a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais, je voulais quand même... Alors, attends. Bonjour, Kifkoni. Footballistiquement, ça ira. Alors, au JCRM qui nous dit Leipzig versus Bellingham. Oui, effectivement, c'est vrai, ça va être ça. On en parle de la nouvelle compétition, la Coupe du Monde des clubs. Skyport a dit que certains joueurs pourraient jouer 80 matchs en une saison, ils vont finir cramés. City Copenhague n'aura aucun intérêt. Oui, je suis d'accord avec toi, Kifkoni. City Copenhague n'aura aucun intérêt. Alors, on veut la vraie Ligue des Champions qui nous parle donc de cette Coupe du Monde des clubs. Effectivement. Salut Kifkoni, ça fait plaisir que tu sois là. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça va être compliqué, mais il faut savoir que quand tu joues la Coupe du Monde des clubs, tu touches un maxi gros jackpot. Hein, d'ailleurs que je suis assez énervé parce que le Milan l'a raté, hein, parce que vous savez que ceux qui vont être qualifiés pour la Coupe du Monde des clubs de 2025, c'est tous les qualifiés de cette année pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc voilà, donc tous les autres malheureusement ne sont pas qualifiés et tu passes à côté de 60 millions d'euros, je crois, pour jouer cette Coupe du Monde des clubs. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour le Milan, mais pas que, pour tous les clubs qui ont raté les huitièmes de finale cette année. Manchester United par exemple, etc. Donc il y a beaucoup de clubs qui vont perdre une très très grosse manne financière. Et ça peut accélérer les écarts entre les clubs. Bon. Revenons-en au truc. Le truc, c'est que justement, il y a cette très grosse manne financière, ce qui fait que il faudra voir le football un petit peu différemment, je pense, dans les futures années, parce qu'on voit la nouvelle mouture de Ligue des Champions avec leur poule à 36 clubs, 8 matchs, dont des matchs de Ligue des Champions jusqu'au mois de juillet, puis ensuite, jusqu'au mois de janvier, pardon. Puis ensuite, effectivement, cette Coupe du Monde des clubs qui fait en sorte que, en fait, tous les mois de juin vont être occupés. Hein. Il n'y aura pas une année sur 2, ce sera 3 années sur 4. Et encore, il me semble que il est très possible qu'ils inventent quelque chose la 4e année. Donc, en gros, ça veut dire que les joueurs de foot auront que 3 semaines de repos, 3 années sur 4. Durant la saison. Donc c'est ceux qui font partie des grands clubs. Et je pense très sincèrement que ça veut dire que les clubs, les très gros clubs qui touchent énormément d'argent, vont avoir des effectifs bien plus étoffés, avec beaucoup plus de stars, des stars qui joueront pas tous les matchs, des stars qui tourneront. Et je pense que c'est ça le futur du football. C'est juste que t'auras Erling Haaland et Gabriel Jesus par exemple. Alors bon, là en l'occurrence il est parti Jesus à Arsenal, mais et il se trouve que Erling Haaland fera peut-être 55 matchs et puis Gabriel Jesus en fera 35. Donc voilà, c'est un peu ça le concept. Et ce sera comme ça à peu près à tous les postes, parce que ces clubs-là qui jouent tous les matchs, qui jouent toutes les compétitions, auront les moyens de le faire, très clairement. Donc voilà, je pense que c'est plutôt comme ça que le football va évoluer, parce que de toute façon, les corps ne vont pas tenir. Et de toute façon, Erling Haaland, si tu essayes de le faire jouer 80 matchs par saison, tu vois, hein, l'année dernière, il a été blessé 2 ou 3 fois dans la saison, parce que c'est pas possible en fait. Donc au lieu d'en arriver aux blessures, je pense qu'il y a un moment donné où ils vont recruter plus nombreux. Ça va devenir les Dallas Cowboys de Manchester City. Je prends City, mais ça pourrait être le Real, ou ça pourrait être Chelsea, ou je sais pas qui. Bon, même si Chelsea a déjà commencé, mais en l'occurrence, avoir plusieurs attaquants, plusieurs milieux de terrain, etc. et tourner. Donc voilà. Un petit tour dans les commentaires parce que ça discute. Moi, j'ai hâte de voir le PSG se faire éliminer par la Real Sociedad. Sur certains sites, ils sont déjà confiants à 80-90%. C'est plié pour eux. Ils vont bien rire les footix quand ils vont voir comment joue la Real Sociedad. Il me semble que c'est le top 8 à l'indice UEFA, plus 4 derniers vainqueurs, 12 places pour l'UEFA.
Ah, peut-être, ouais. C'est possible. Et t'as tout à fait raison, Kifkoni, c'est la NBA-tisation du foot. Oui, c'est exactement ça. T'as tout à fait raison. Avec des joueurs qui vont pas forcément jouer les 82 matchs de saison régulière, plus tous les matchs de play-off. Ils vont jouer les matchs importants. donc voilà. C'est pas facile de jouer contre les relégables. Toi, t'es toujours en galère contre la Salernitana, apparemment, au Cotonou Joe. Oui, alors... Je suis tout à fait d'accord, je veux revenir sur ce que dit on veut la vraie Ligue des Champions. Effectivement, on a dit qu'il y avait 3 matchs qui étaient équilibrés et qui vont être passionnants. Barça-Naples, Real Leipzig, si le Real reste un peu comme ça, c'est-à-dire ça dépend des recrutements qu'ils font à l'intersaison, mais voilà, plus bien entendu le Inter Atlético, et pour moi, effectivement, je suis tout à fait d'accord, Real Sociedad Paris Saint-Germain, quand je vois comment joue la Real Sociedad, comment elle a tenu en échec, comment elle a terminé première de son groupe, tout simplement, avec un groupe pas facile du tout, plus le jeu que je vois chaque semaine en Liga et les joueurs qu'elle a, parce qu'elle a des super joueurs, en fait, je suis pas du tout serein pour le Paris Saint-Germain. Parce que en tous les cas, si on fait un arrêt sur image sur le mois de décembre, le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions a fait une prestation qui est pas terrible. Si Milan, par exemple, gagne son match, le premier match contre Newcastle, qu'ils doivent absolument gagner, parce qu'en fait, Milan a 27 tirs à 3, je crois, ils ont 9 tirs cadrés contre 1. Bref, on domine de la tête des épaules ce match contre Newcastle. Il n'y a pas de Paris Saint-Germain en 8e de finale de Ligue des Champions. Maintenant, c'est que de la faute du Milan, fallait marquer, tout simplement. Donc il n'y a pas de problème, mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que Paris n'a rien montré, on va dire, pendant cette Ligue des Champions. Ils ont eu des occasions, mais ils sont restés stériles, et puis leur plan de jeu, tous les matchs, Luis Enrique le change, mais fait jouer les joueurs à d'autres places, enfin bref. Si on en reste à cette photo du mois de décembre, très honnêtement, je pense que contre la Real Sociedad, ils vont galérer. Take Kubo, Oyarzabal, etc. C'est des très 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 bons joueurs en fait. Ça va être compliqué. Et eux, ils ont un plan de jeu. Eux, ils savent comment ils jouent. Il n'y a pas de problème. Et puis, ils ont montré que même contre des grosses équipes d'Europe, en l'occurrence, ils arrivent à tenir un score, à jouer, à continuer à produire du jeu, etc. Donc non, je pense sincèrement que c'est pas gagné du tout. Donc voilà. Kifkoni qui nous dit et les 5 remplaçants favorisent l'élargissement des effectifs, absolument. Ce qui est marrant, c'est que Guardiola, par exemple, a réclamé corps et âme les 5 changements et les utilise quasi jamais. Pareil pour Jürgen Klopp, qui criait à corps et à cri que les rythmes des matchs étaient trop longs, etc. Et pourtant, il les utilise jamais. Donc voilà, c'est un peu bizarre. On veut la vraie Ligue des Champions qui dit si tu enlèves le penalty imaginaire donné à Paris versus Newcastle, Milan est en 8e surtout. Oui, c'est vrai aussi, mais celui-là en fait je veux pas trop le souligner parce que je pense que c'est ce que j'ai dit ici d'ailleurs. Paris avait dans ce match-là une ou deux situations où ils auraient pu avoir un penalty avant, qui aurait été justifié, on va dire. Donc le troisième, finalement l'arbitre le siffle et il n'existe pas, clairement, ça rebondit sur la cuisse puis ensuite sur la main. Honnêtement, c'est un peu bref, mais c'est vrai que ils avaient eu des situations où je trouve qu'ils auraient peut-être pu avoir un penalty, l'action sur Hakimi, des trucs comme ça. Donc pourquoi pas celle-là, ça je dis trop rien. Mais c'est vraiment le match contre Newcastle, le match aller à Milan, qui est le premier match de Ligue des Champions où là tu te dis mais c'est pas possible qu'on termine à 0 but quoi. Nick Pope il fait un match, c'est Tom dans Olive Tom, c'est Thomas Price le gars, c'est n'importe quoi. Beaucoup d'absences côté PSG, Nuno Mendes et Kipembe. Oui, je suis d'accord, leur retour va aider, mais le problème Kifkoni, sans vouloir être désagréable, c'est que Nuno Mendes, il n'y a pas de retour. C'est pas un retour, c'est juste un moment où tu attends de savoir quand est-ce qu'il sera blessé la prochaine fois. C'est un Renato Sanchez, Nuno Mendes, c'est terminé pour lui, le football, on le sait, c'est honnêtement, Nuno Mendes, je pense que c'est un Renato Sanchez bis, donc oui, très bon, et ça je discute pas la qualité du joueur. Le problème, c'est qu'il est pas là, c'est un Dybala, Nuno Mendes, Renato Sanchez, c'est même combat.
Alors bon, sauf que Dybala est plus talentueux que les deux, mais ça change pas qu'ils sont pas là. Et Kimpembe, j'attends de voir s'il revient ou pas, mais est-ce que vraiment Kimpembe, alors oui, c'est vrai que Kimpembe Skriniar, je pense que ce serait mieux que Marquinhos Skriniar, enfin Marquitos dirait certains, mais Marquinhos Skriniar, parce que Marquinhos il est devenu c'est un marshmallow quoi. C'est honnêtement, c'est un crocodile Haribo, enfin il sert à rien le gars. Donc bref, je sais pas. Leur retour va aider, je peux pas te dire. On verra bien déjà dans quelle forme ils reviennent, et je pense que Nuno Mendes, je suis pas sûr qu'il revienne. Il va revenir, mais une semaine, quoi. Tu vois. Donc voilà. Ne nous porte pas la poisse avec Lucas alors. Ouais, tu sais. Voilà, bref, c'est comme ça. Donc voilà, oui, Real Sociedad, je suis d'accord, ça va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain, surtout le Paris Saint-Germain qu'on voit en ce moment au mois de décembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la Copa del Mundo, oui, c'est vrai, c'était il y a un an, tout juste. La finale de la Copa del Mundo, tout à fait, t'as raison. Une des meilleures soirées probablement que tu as passé très cher au Cotonou. Et moi, une des moins bonnes que j'ai passées en tant que supporter de l'équipe de France, même si j'ai beaucoup vibré sur le triplé de Mbappé, hein, il faut le dire. Hein. Mais voilà. Bref. Merci. Bon anniversaire, Cotonou. Félicitations encore, même si je suis un petit peu dégoûté. Donc voilà. T'as remarqué que là, je t'ai félicité pour la Coupe du Monde. La semaine dernière, j'ai dit de très très bonnes choses sur Martinez, où j'ai dit que potentiellement en ce moment, c'était probablement le meilleur gardien du monde. Il fait une saison absolument stratosphérique. Je suis très très gentil avec les Argentins. Et ça veut dire que c'est bon, j'ai digéré et je suis passé à autre chose. C'est déjà pas mal. Voilà. Voilà, en tous les cas, le tirage de Ligue des Champions. Après, il y a les barrages. Milan tire. Alors bon, pour la Lazio, très compliqué contre le Bayern. Hein. Franchement, ça va être complexe. Donc voilà, mais bon, ça c'est pas un barrage. Mais il y a quand même des matchs qui sont vraiment déséquilibrés. Le City Copenhague, bien entendu. Le Bayern Lazio, où ça va être un carnage, je pense. Donc voilà, oui, il y a des matchs qui vont pas servir à grand chose. On n'a pas eu le Toulouse versus Milan, ça aurait pu être marrant. Oui, on aurait été sûr d'être qualifié, ça aurait été déjà bien. Non, je rigole. Mais oui, je pense que il y a eu de la boule chaude et de la boule froide, parce que je pense que l'UEFA, qui venait d'entériner un peu la multipropriété, mais en catimini, on va dire, avait pas vraiment envie, premier tirage d'Europa League des barrages, se prendre un Milan-Toulouse, ça aurait ravivé un peu la protestation, donc oui, c'est très bien. Milan a pris Rennes, je pense que, enfin, on verra bien, mais je pense que ça va aller. Voilà. Après, les Marseille contre le Shakhtar, je suis pas serein, même si le Shakhtar est pas du tout le Shakhtar d'il y a quelques années, et en plus il joue même pas en Ukraine, hein, parce que donc voilà, bon, déjà ça faisait très longtemps qu'il jouait plus à Donetsk, vu que à cause de la guerre dans le Donbass, donc il jouait à Kiev, et puis maintenant il joue même plus à Kiev, il joue à Hambourg. Donc bon, faire un match aller-retour contre une équipe qui ne joue aucun des matchs à domicile, c'est peut-être un avantage. Ça change pas que le Shakhtar, je pense que je les ai vus jouer, c'est pas fantastique, mais ça peut bouger Marseille. Hein. J'étais déçu, j'aurais voulu Galatasaray, moi, pour un gros match. Ouais, mais attends, on veut la vraie vie, pas en barrage, quoi. Attends, les huitièmes, les quarts, les demi pour avoir un gros match. J'espère que vous prendrez Galatasaray en huitième, tu vois. Mais là, en 16e de finale d'Europa League, te taper un gros comme ça, c'est relou, hein. Oh non, franchement, c'est bien que... déjà, le Shakhtar, je suis pas sûr hein, que ça passe. Donc, voilà. Faut pas oublier hein, que c'est la France, hein. Enfin, c'est un club français, hein. Donc n'importe quelle équipe, n'importe quel pays peut potentiellement taper une équipe française en Coupe d'Europe. Hein. C'est quand même une constante ça. donc voilà, faut pas trop. C'est déjà bien. C'est déjà bien si vous tapez le Shakhtar, c'est bien. Le Galatasaray, je pense, c'est sûr vous passez pas. Hein. Ils sont trop forts. Déjà, ils se sont battus jusqu'à la mort contre Copenhague, mais voilà, c'était l'un ou l'autre, et les deux équipes sont des très bonnes équipes, Copenhague et Galatasaray. Donc voilà. Mais bon, en huitième ou en quart, un Marseille-Galatasaray, le match aller, le match retour, attention l'ambiance. Hein. Franchement, ça peut être vraiment top.
Donc voilà. Puis Icardi qui se rappelle un peu au bon souvenir des Marseillais, ça peut être marrant. Voilà. Bon, on va passer gentiment au deuxième point. On va parler un petit peu de Serie A. Hein. Alors, j'ai parlé de Motta parce que effectivement, ces derniers temps, on parle beaucoup de Xavi Alonso en Allemagne et en Italie. Il faut que vous sachiez que on a exactement le même. Thiago Motta qui fait jouer une équipe, sauf qu'ils ont moins de moyens, bien sûr, que le Bayer Leverkusen. Mais Bologne est une très très belle équipe à voir jouer. Alors ils ont un joueur qui est vraiment, je pense, Fioriclas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être pas Fioriclas. Attention, Fioriclas, il y en a, c'est des exceptions, mais qui est en tous les cas très au-dessus du lot, c'est Zirkzee. Zirkzee, c'est vraiment un très 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 bon joueur. Ah bah voilà, on est d'accord, on veut la vraie Ligue des Champions. Zirkzee, c'est très très bon. C'est-à-dire que c'est quasi tout ce qu'il fait avec un ballon est productif, intelligent, efficace. Franchement, lui, il est vraiment très au-dessus du lot. Mais après, Thiago Motta fait jouer un jeu absolument délicieux à ce Bologne. Qui là par exemple contre la Roma, la différence était criante. Enfin, j'ai regardé le match, c'était vraiment criant en fait la différence de niveau, de fond de jeu, de système préférentiel, de proactivité dans le jeu et de positivité dans le jeu. C'est-à-dire que c'est une équipe qui se demande toujours comment bouger l'autre équipe, créer des actions, etc. Alors qu'en face de toi, tu as la Roma de Mourinho qui ne fait qu'attendre gentiment les erreurs de l'autre équipe, et ça pour moi c'est pas du tout positif quoi. Donc voilà. Il a bien appris même sans beaucoup jouer au Bayern, Zirkzee. Oui, effectivement il vient du Bayern, mais je pense que il a bien appris et tu vois il a été sublimé par Motta, je pense, qui sait l'utiliser, qui a su aussi lui donner confiance, je pense, en lui. Et puis il a beaucoup de talent, il a un sacré ballon dans les pieds, il a beaucoup de ballons dans les pieds et en même temps il a un super physique. Donc voilà. Donc ça fait vraiment du bien à la Serie A. Bologne est 4e de la Serie A, derrière le Milan qui est 3e, et c'est rafraîchissant, c'est vraiment top. Et il faut savoir que Motta est par exemple l'option numéro 1 quasi si Pioli était amené à se faire virer par Milan, ou même à la fin de la saison probablement que Pioli s'en ira, je pense, enfin, sauf si on fait une énorme prestation en championnat, c'est possible. Mais sinon, très honnêtement, probablement que Motta sera le nom numéro 1 du Milan. Et pas que, hein, parce que c'est vrai que le Paris Saint-Germain y a pensé à un moment donné, mais bon, finalement a opté pour Luis Enrique. Mais la Juve, qui eux aussi vont peut-être chercher un entraîneur, peut prendre Thiago Motta. Thiago Motta est un excellent entraîneur, vraiment dans la même veine que Xavi Alonso. C'est un vrai joueur très très positif. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai titré Motta dépasse le maître. C'est vraiment cool de voir jouer Bologne. N'hésitez pas. C'est vrai que Bologne, on se dit comme ça, c'est pas sexy. Si un jour vous zappez et puis que vous voyez l'équipe du Bologne, vraiment regardez, parce que vous allez passer un bon moment de football, quoi. Il n'a que 22 ans, il est arrivé très très jeune au Bayern, effectivement. Attention au Barça aussi, Xavi ça brûle et Thiago Motta a joué au Barça, oui c'est vrai. Je suis d'accord, mais alors, si j'étais Thiago Motta, c'est pas dans le genre de galère que j'irais me brûler les ailes. Je préfère peut-être un projet où c'est un peu plus stable et où tu as un peu plus de visibilité sur les plans de développement et tout, parce que le Barça c'est quand même un peu là c'est un peu du bout de chandelle mis bout à bout, hein. C'est pas terrible, hein. Donc voilà. Alors après il est très important de préciser quelque chose, mais on va peut-être en parler dans le point suivant, donc on en parlera après de la décision du 21 décembre qui va bientôt arriver, hein, vu qu'on est le 18, et qui risque de changer le visage du football à tout jamais. Ou pas, mais si effectivement c'est une décision positive pour la Super League, ça peut changer l'image du football qu'on connaît à tout jamais. Donc voilà, c'est très important.
Tu parlais de Nuno Mendes. Que dire de Renato Sanchez? Il est loin du crack qui a enchanté l'Euro 2016. Oh oui, c'est clair. Ça, oui, c'est ce que j'en parlais. Je le comparais. Hein, Renato Sanchez, Nuno Mendes et Dybala. Pour moi, c'est un peu tous le même combat. Donc voilà. Barça compliqué, surtout avec Laporta. Oui, effectivement. T'as tout à fait raison. Mais oui, c'est clair, et c'est vrai que là, je sais pas si vous avez entendu la discussion, c'était entre Nuno Mendes et... Renato Sanchez et... Je me souviens plus à qui il parlait. Je crois que c'est un ancien joueur qui a joué en championnat de France, et il lui confiait qu'il pensait avoir été marabouté. Renato Sanchez, et d'ailleurs il a contacté je sais pas quoi, quelqu'un, je sais pas si on appelle ça un sorcier, enfin bref, je sais pas, mais quelqu'un pour le désenvoûter en fait, parce qu'il se dit c'est pas possible, j'ai été envoûté pour que je subisse autant de blessures que ça. Et ça c'était la semaine dernière, hein, où en fait sa discussion avec un joueur à la mi-temps, à la Roma il jouait contre je sais plus qui, et il expliquait qu'il pensait sincèrement avoir été marabouté. Ah bah je crois que c'est je me demande si c'est pas Léao. Mais non, parce qu'on n'a pas rencontré la Roma. Bon, bref. Donc, je sais plus à qui c'était, mais bref. Va-t-il prendre la Porta? Ben, on sait pas. On verra. D'ailleurs, la décision du 21 décembre porte aussi l'avenir du Barça entre ses mains. Hein, mais je vais vous expliquer après pourquoi. Donc Mota dépasse le mètre, voilà. Sinon après, en Serie A, effectivement, la Juve a ralenti un petit peu. Elle a fait un match nul contre le Genoa, dans un match qui était pas terrible. En même temps, ça continue un peu les matchs pas terribles pour la Juve. Hein. C'est très solide derrière, mais c'est pas fantastique. Et pourtant, ils menaient 1-0. Donc je me suis dit, là, c'est fini, c'est plié. Puis en fait, non, Genoa a réussi à revenir. Donc voilà, c'était surprenant. L'Inter a continué, hein, ils ont fait un superbe match contre la Lazio, gagné 2-0 là-bas à l'extérieur, pas de discussion possible, hein, et la Lazio continue son année, on va dire, schizophrène entre la Coupe d'Europe où ils ont réussi à sortir du groupe et puis à faire des prestations qui sont pas trop mauvaises. Et puis de l'autre côté, le championnat où pour l'instant c'est famélique, hein, je crois qu'ils sont 10e ou 11e du championnat, donc c'est quand même inquiétant pour l'ancien deuxième. Hein, l'année dernière, il faut savoir qu'ils ont terminé deuxième du championnat, la Lazio, donc très surprenant. Et puis Milan qui a fait un super match, mais bon, un super match contre Monza, avec quand même Dario Simic qui sort du centre de formation du Milan, en tous les cas, qui joue dans la Primavera du Milan, qui a été intégré au groupe suite aux nombreuses blessures que le Milan rencontre, et qui a marqué son premier but pour son premier match. Donc c'était un très 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 beau clin d'œil, très sympa. Tijani Randers aussi a marqué un superbe but en dribblant 3-4 joueurs avant de mettre un pointu qui a très très bien marché. Donc non, vraiment cool. Dimanche soir, dans le tunnel du Stadio Olimpico, avant AS Roma Fiorentina. Ah voilà, oui, c'est avec Jonathan Iconé, voilà, absolument. Renato Sanchez a été surpris en train d'échanger avec Jonathan Iconé, voilà. Je savais que c'était quelqu'un du LOSC, et c'est pour ça que je disais, c'est peut-être, je me souvenais plus exactement, son ancien coéquipier au LOSC. Ainsi, les deux joueurs échangent sur ses problèmes physiques, et l'ailier français lui demande les raisons de sa récente absence. Quelqu'un m'a probablement jeté une malédiction. Lâchera alors le Portugais qui ne semble pas savoir qu'il est filmé selon les propos rapportés par TNT Sport malgré la difficulté. Voilà. Ouais, effectivement, oui, c'est ça. Et vraiment, il le pense, hein. Et il a priori contacté quelqu'un pour essayer de se faire désenvoûter. Bref, écoute, j'espère que ça marchera pour lui. Voilà, c'est tout ce que je souhaite, parce que c'est un très beau joueur, on l'a vu par bribes, on va dire, que ce soit au Bayern, que ce soit donc avec l'équipe du Portugal, que ce soit avec le Paris Saint-Germain, avec Lille, surtout avec Lille finalement, en club en tous les cas. Et puis à la Roma, pour l'instant, pas du tout. En plus, là, le pauvre, il est rentré en deuxième mi-temps. 18 minutes après, il le ressort, Mourinho. donc voilà. Il est encore jeune, 25-26 ans. Ouais, va savoir. Peut-être sa carrière va débuter à 30 ans. Hein, on sait pas. Mais bon, ça semble quand même compliqué. Enfin voilà, en tous les cas, ça c'est pour le championnat d'Italie.
Bad luck au Real. On va terminer sur le dernier point. Après, si vous voulez qu'on parle d'autre chose, j'aurais bien parlé du derby d'Angleterre, mais le match était tellement pourri que finalement, j'ai pas voulu en parler. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, vas-y, mais je me suis tellement fait chier devant ce match. Enfin bref, donc voilà. Et puis Arsenal en profite, ils passent devant, ils reprennent la tête, ils ont fait un match sérieux, Arsenal. Et puis voilà. Donc Villa a réussi encore à s'en sortir, alors que c'était très mal barré, ils s'étaient menés 1-0, et ils réussissent à s'en sortir avec un but à la 85e. Donc voilà, bon bref. C'était juste pour faire un petit point sur la première ligue, mais l'important c'est bad luck au Real. Pourquoi ? Parce qu'ils ont maintenant 4 personnes qui ont les ligaments croisés pétés. Donc on en est à Thibaut Courtois, Alaba, bien sûr, mais aussi Militao et puis Carvajal. Donc ça fait beaucoup. Et puis à côté de ça, il y a aussi Camavinga qui est blessé. Alors lui, c'est pas les ligaments croisés, mais il est blessé aussi. Donc voilà. Heureusement là, il y a Tchouaméni qui est revenu de blessure après 2 mois d'absence, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, comme tu dis, on veut la vraie Ligue des Champions. Ancelotti qui pense à Tchouaméni pour jouer en défense centrale. Donc c'est pour vous dire comment ils sont en galère. La fin d'année va être compliquée. Et après, au mois de janvier, bien sûr, je pense qu'ils vont recruter. Ils sont obligés de recruter au moins un défenseur central, c'est sûr. Et peut-être même un latéral. Donc c'était pas prévu, mais je pense que tu peux pas terminer la saison comme ça. Là, c'est trop serré en fait. Il y a une autre blessure et c'est terminé. Tu fais jouer Lucas Vazquez, des gars comme ça. Les mecs qui sont, enfin bon bref, c'est quand même pas terrible. Donc voilà. Donc même s'ils ont fait un très très bon match, le Real, ils ont atomisé Villarreal et c'est un super match. Brahim Diaz a marqué un but magnifique. Donc pas de souci, mais voilà, pour la Ligue des Champions, pour rencontrer les très gros en Espagne, c'est pas suffisant. Je me suis plus amusé à regarder ma machine à laver tourner que le derby UK. Ouais, je suis d'accord avec toi. Franchement, c'est compliqué. Parlons un peu de City, c'est la crise. Ouais, c'est clair. Kevin De Bruyne revient, ça va leur faire du bien. Bien entendu que ça va leur faire du bien, c'est clair. Ça, c'est sûr. Et là, c'est vrai que là, ils sont repartis encore avec un match nul. Et c'est compliqué. Ça fait quand même maintenant 5 matchs à peu près en championnat où ils ont des mauvaises prestations. Donc c'est vraiment complexe pour City cette année. C'est vrai, je suis d'accord. Ça va être complexe pour le Real quand même. La fin de saison, je pense que ça va aller parce qu'ils rencontrent pas de gros et il me semble pas en tous les cas. Et donc ils vont prendre les points et puis voilà, bisous. Ils vont rester au contact avec Gijón, sachant qu'en plus le Barça a encore fait un match nul pathétique cette semaine. Donc oui, c'est clair, c'est pour le Real en championnat, je pense que ça va aller, mais pour la Ligue des Champions et pour rencontrer l'Atlético, le Barça, etc., et la Real Sociedad, tout ça sur la deuxième partie de saison, il leur faudra plus de défenseurs, c'est pas possible de rester comme ça. Donc voilà. Oui, donc le Barça c'est encore raté et puis voilà, c'est à peu près tout pour en tous les cas le championnat d'Espagne. En Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Bayern, quel match ils ont fait un superbe match. Vous avez vu le but de Florian Wirtz ? Enfin bref, c'était fantastique encore. Je me suis vraiment amusé à regarder ce match. Alors bon, c'était contre Francfort, mais bon, Francfort venait de déglinguer le Bayern, donc tu pouvais te dire qu'ils étaient dans une grosse forme. Et en fait, pas du tout. Ils ont pris une roucoustade. donc voilà. Après, le Bayern a déroulé lui aussi tranquillement contre Stuttgart avec un but ultra rapide à la 2e minute de Harry Kane. Donc en gros, ils se sont sabordés le VfB Stuttgart. Et puis derrière, quand tu commences à te découvrir contre une équipe comme le Bayern avec les Coman, Leroy Sané, etc., c'est très compliqué de pas prendre d'autres buts. Donc finalement ils en ont pris 3 et puis voilà quoi. Mais non, encore une fois, le Bayer Leverkusen, super match. C'était vraiment génial à regarder, ça partait dans tous les sens et tout. Franchement, c'est vraiment top d'avoir des entraîneurs. Pour moi, vraiment la relève des Ancelotti, Mourinho, Guardiola, etc. Klopp. C'est vraiment, pour l'instant, Thiago Motta et Xavi Alonso, mais aussi des Zerbi, mais aussi peut-être Italiano dans une certaine mesure. Donc voilà, c'est vraiment cool. Peut-être même Hones, en Allemagne, c'est possible, le fils de Uli Hones. Mais Sébastien Hones. Mais
tous ces nouveaux coachs là sont vraiment enthousiasmants. Francaise aussi en Espagne, parce que en France, pardon, pas en Espagne, mais Francaise aussi est un super coach. Donc voilà, il y a une belle relève derrière avec des joueurs, des coachs qui ont des vrais plans de jeu et des vrais systèmes préférentiels. Et moi je trouve ça vraiment cool. Donc voilà. On veut la vraie Ligue des Champions, nous dit Wirtz. Le club qui l'aura sera bien au milieu. Tu m'étonnes. Ça, c'est clair que Florian Wirtz. Après, il est épanoui au Bayer Leverkusen, dans un système de jeu qui lui convient, etc. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il a énormément de talent. Est-ce qu'il saura rendre ce même talent dans un très grand club? Parce que probablement que ça va être un très grand club qui va le recruter la saison prochaine. Ben, j'espère, parce que c'est pas évident de franchir le pas. C'est pas forcément évident au niveau psychologique. C'est des fois un peu compliqué. Donc voilà, je sais pas. J'espère pour lui. Mais en tous les cas, très clairement, au niveau talent, il n'y a aucun problème pour qu'il franchisse le pas. Ça, c'est clair. C'est pas juste un bon attaquant qui marque beaucoup. Non, c'est vraiment quelqu'un qui a une vision du jeu, un toucher de balle, quelque chose qui est hors norme, quoi. Donc voilà. Donc non, franchement, très 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 bien. Voilà. Bah voilà, écoutez, on a fait un petit peu le tour d'Europe de cette semaine, sauf si vous voulez aborder un dernier sujet avant de partir. Mais oui, alors, pardon, le 21 décembre, la Cour européenne de justice, le meilleur milieu actuel, c'est Rice, Bellingham et Wirtz. Ouais. Oui, c'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai que Declan Rice à Arsenal est très performant. Bon, Bellingham, on n'en parle pas, et Florian Wirtz aussi. J'étais en train de réfléchir à est-ce qu'il y avait d'autres très bons milieux de terrain en ce moment. C'est vrai que Çalhanoğlu fait un très 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 bon début de saison. Qu'est-ce qu'il y a encore je suis en train de passer en revue dans ma tête 2 ou 3 autres joueurs, mais non, en Allemagne, il n'y a pas mieux. En Angleterre, je pense pas qu'il y ait vraiment mieux. Ah, quoique, peut-être du côté d'Aston Villa. Mais bon, non, je suis d'accord avec toi. Il y a peut-être Çalhanoğlu qui pourrait prendre la place de Rice. Parce que je trouve que Çalhanoğlu, là, depuis le début de saison, ça m'arrache la gueule de le dire, mais c'est du très 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 lourd. Donc voilà. Oui, donc je reviens sur la décision de justice du 21 décembre. Le 21 décembre, c'est la Cour européenne de justice qui va statuer sur le fait que l'UEFA est la seule autorité compétente pour organiser des compétitions de football, de clubs professionnels au niveau européen ou pas. Donc voilà. Ce qui me semblerait bizarre, mais bon, allez savoir, le lobbying politique, ça existe, et je pense que l'UEFA en a fait, on a beaucoup pusé là ces dernières semaines, c'est sûr et certain. Donc, on va voir. Mais si effectivement, la Cour européenne de justice dit, bah non, en fait, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais il n'y a pas que l'UEFA qui peut organiser des compétitions européennes de football professionnel, alors là, les deux membres fondateurs que sont le Barça et le Real vont définitivement lancer leur projet de Super League. Donc voilà, parce qu'il ne reste plus que le Barça et le Real. La Juve est partie l'année dernière sous pression de l'accord qu'elle a eu quant aux sanctions de Coupe d'Europe concernant le problème qu'ils ont eu avec les transferts. Vous savez qu'ils avaient été sanctionnés en Serie A et que par ricochet l'UEFA a voulu les sanctionner aussi, et ils ont négocié le fait qu'ils étaient sanctionnés que cette année où de toute façon ils n'étaient pas qualifiés, mais il fallait qu'ils quittent un peu la Super League. Donc c'est ça qui s'est passé, ils ont quitté la Super League, et en l'occurrence, comme ça ils ont été sanctionnés qu'une seule année de Coupe d'Europe, sinon ils auraient été sanctionnés plusieurs années de Coupe d'Europe, et donc ça aurait compliqué les finances de la Juve. Et en gros ils ont quitté la Super League, donc il ne reste plus que le Barça et le Real. Le Barça et le Real, en tant que membres fondateurs, vont recevoir, si jamais la Super League voit le jour, 1 milliard d'euros chacun. Donc ce qui réglerait définitivement les problèmes financiers du Barça. Donc c'est très important pour le Barça. C'est même finalement la seule porte de sortie vraiment viable à long terme pour le Barça que la Super League existe. Pour le Real, c'est la même chose.
1 milliard d'euros quand tu penses que tu veux essayer de rivaliser avec les mastodontes de la première ligue, en fait, il n'y a que ça qui va pouvoir t'amener autant d'argent. Et il faut savoir ensuite que dans la Super League, dans le projet, on va dire, les investisseurs veulent investir 500 milliards d'euros sur je sais pas combien d'années, et les revenus de cette Super League seraient à 80% pour les clubs, à 14% pour l'organisateur, enfin donc A2 Sport je crois c'est, A2 Sport, et A22 Sport, je sais plus, enfin bref, c'est une société comme ça qui organise la Super League, et les 6% qui restent, parce qu'il reste 6%, c'est pour les frais de fonctionnement. Frais de fonctionnement, ce serait bien entendu payer les arbitres, organiser, payer des pubs, etc. Bon bref, l'organisation de la Super League. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Et donc ça veut dire que finalement, en fait, ça lisserait. Et puis surtout, tu pourrais faire un salary cap, par exemple, dans la Super League, que tu ne peux pas faire à l'UEFA, en fait. Vu que la Super League est une société privée, si tu veux l'intégrer, pas de souci, mais le salary cap sera de temps, ce qui fait que jouer en Angleterre, pas jouer en Angleterre, etc., ça change pas que si tu veux y participer, tu seras obligé de respecter ça. Donc voilà, donc ça peut être historique et ça peut être vraiment bien, parce que la Super League, maintenant, le business plan qu'ils ont sorti, c'est une qualification via tes performances sportives en championnat, d'accord ? C'est plus une ligue fermée, etc. C'est juste que les deux membres fondateurs prennent plus parce que c'est les deux membres fondateurs, ce qui est un peu normal. Donc voilà. Au golf, il y a eu tellement de stars qui se sont barrés de la Fédé que rapidement ils ont permis aux joueurs de l'autre ligue de pouvoir jouer. Ceux de la Fédé au foot, ça fera pareil. Oui, je pense. Après, l'UEFA va pas être terminée. Je vois que tu dis s'ils donnent gain de cause au club, fini l'UEFA. Oui et non, ils vont continuer à organiser les compétitions internationales, par exemple, donc d'équipes nationales. Donc ça va pas changer. Et puis ils vont continuer aussi à organiser probablement la C3 et la C4. Donc l'Europa League et la Conference League. C'est juste qu'ils vont perdre. Ils peuvent continuer à essayer d'organiser aussi une Ligue des Champions, mais tous les plus gros clubs, si jamais ils signent avec la Super League, n'y participeront pas. Donc au lieu d'avoir les champions, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes, t'auras que les quatrièmes, les sixièmes, septièmes, huitièmes, neuvièmes en Ligue des Champions, quoi. Donc voilà. Parce que donc maintenant, il faut savoir qu'avec la nouvelle mouture de la Ligue des Champions, les deux pays avec le plus d'indices UEFA cette année auront 5 clubs qualifiés. Donc c'est pour l'instant, avant la fin de saison, on verra, mais pour l'instant, c'est l'Italie numéro 1 et l'Angleterre numéro 2. Ensuite, les deux autres pays suivants, je crois, ont 4 pays qualifiés directement. Et ensuite, le cinquième, et c'est là où c'est important pour la France, ou pour le Pays-Bas, ou pour le Portugal de terminer cinquième, ça sera 3 pays qualifiés plus 1 en tour préliminaire. Donc ça, on ferait 1 de plus pour la France. Pour l'instant, c'est eux les cinquièmes. Et puis ensuite, les sixièmes, septièmes, huitièmes, ce sera 2 plus 1 au lieu d'avoir 1 et 1, comme à l'heure actuelle. C'est comme ça qu'ils rajoutent les clubs qu'il y aura en plus dans la nouvelle mouture de la Ligue des Champions. Donc voilà un petit peu le truc. Si c'est la Super League, en revanche, ça restera le même format quasi actuel de la Ligue des Champions. C'est-à-dire 4 poules de 4, 8 poules de 4, et puis les deux premiers sont qualifiés en huitième de finale, etc. Ce sera la même mouture qu'en ce moment. Donc voilà. Cool, Chelsea et United pourraient aller en Ligue des Champions du coup. Oui, probablement. Quoique, Chelsea et United, ouais, je sais pas. Je suis pas sûr qu'ils terminent 5e. Faudra voir, mais je suis vraiment pas sûr qu'ils terminent 5e. Donc voilà. Bref. Voilà un petit peu, donc très important la décision pour le Real et pour le Barça, surtout pour le Barça, parce que, encore une fois, le milliard d'euros du club organisateur serait salvateur pour le Barça. Donc en gros, ça peut vraiment être une révolution ce qui se passe jeudi, ou alors un coup d'épée dans l'eau parce que la Cour européenne de justice dit non, en fait il n'y a que l'UEFA qui peut organiser des compétitions, bonne journée. Et là, le Barça est parti pour des années et des années d'errance parce que ils ont un peu tout hypothéqué pour réussir à reconstruire cette équipe là qui ne marche même pas. Donc voilà. Mais moi je suis pas sûr que Xavi termine la saison si ça continue comme ça. Mais bon, on verra bien. On verra.
Voilà pour ce soir. C'est déjà pas mal. Je trouve que c'était plutôt bien. Merci d'avoir participé. C'était très agréable de vous avoir. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve lundi prochain parce que probablement il y a encore, déjà pendant la période des fêtes, il va y avoir du foot. Hein. Donc bien sûr en Angleterre, mais pas que finalement. Donc vraiment, on va continuer à parler foot. Alors bon, vu qu'il n'y a plus de Coupe d'Europe pour l'instant, pas d'émission le jeudi. Mais uniquement le lundi. Voilà, ok. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore pour votre soutien. N'hésitez pas à partager Buonasera Calcio, la chaîne YouTube, la chaîne Twitch et les podcasts sur toutes les chaînes de streaming. Et puis, on se dit à lundi prochain. Ciao ragazzi, ciao ciao.